Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go de la création et de la reprise d'entreprise. Je me présente rapidement, Doriane Stark, je suis responsable du pôle entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle. Alors nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui intéresse de plus en plus de porteurs de projets, à savoir la création d'entreprises innovantes. En effet, la création d'entreprises innovantes revêt très souvent des particularités qu'il est absolument important de connaître et d'avoir bien en tête avant de se lancer. Nous allons découvrir tout cela ensemble grâce à notre intervenant, David Lakomski, que je vais laisser se présenter. Bonjour, David Lakomski, je suis chargé d'affaires à The Pool, l'incubateur de start-up de Metz, à Blida. Donc j'accompagne les start-up au quotidien et justement des projets innovants au quotidien. Alors nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Donc vous le retrouverez dans votre barre menu. En fait, il s'agit de deux petites bulles superposées sur laquelle vous trouverez un point d'interrogation. Donc vous cliquez simplement sur ce bouton, ça vous permet d'ouvrir le chat et cela vous permet de poser toutes vos questions. Et donc bien sûr, nous traiterons ces questions à l'issue de cette présentation. Alors je vous précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement sur YouTube. Voilà, David, c'est à toi. Super, merci. Alors, je ne sais pas si vous me voyez, mais comme ça, peut-être que la petite blague n'aura pas totalement son effet, mais vous verrez. Juste pour revenir sur du coup ma présentation, pour vous dire un petit peu d'où je viens, ce que je fais. Voilà. Donc, je m'occupe essentiellement des startups digitales à The Pool. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que du digital dans les startups et j'y reviendrai, mais c'est ma spécialité depuis longtemps. Par ailleurs, j'ai une spécialité sur le marketing startup et ce qu'on appelle communément le growth hacking depuis quelques années maintenant. Et j'ai cofondé avec Benjamin Gabet, qui est cofondateur de Germinal, si vous avez entendu parler de Germinal. J'ai cofondé la communauté Growth Hacking France, du Slack Growth Hacking France, qu'on a appelé Growth France, qui fait plus de 3700 membres aujourd'hui. Donc il y a des personnes, un peu toutes les startups, des personnes dans le marketing dans à peu près toutes les startups en France. J'étais avec l'un des cofondateurs de Lemlist au téléphone il n'y a pas longtemps, si vous connaissez aussi. Voilà. Je suis passé par The Family à un moment, donc j'ai fait la première formation Growth Hacking là-bas, donc c'était trois mois en présentiel à l'époque. Donc j'ai eu l'occasion aussi de pas mal passer du temps avec eux, puis m'inspirer aussi de ces personnes-là. Et en fait, à la base, j'ai été dirigeant d'entreprise, dirigeant de start-up innovante dans le secteur de l'éducation. Donc on travaillait sur un outil un petit peu comme Evernote pour aider les étudiants à apprendre mieux et plus vite. Voilà, donc par ailleurs, je chante, je fais du Python, du développement. J'aime bien le management et notamment les OKR. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez googler, c'est vraiment sympa. Je voulais être astrophysicien quand j'étais tout petit, donc j'ai une base de sciences assez importante et j'aime les gens, donc j'aime l'humaniste, on ne sait jamais, c'est peut-être ça qui me qualifie bien. Je vais peut-être présenter un petit peu plus donc l'incubateur, ce qu'on fait. Donc l'incubateur de start-up innovante The Pool à Blida. On fait partie donc d'un écosystème d'incubateurs, mais j'y reviendrai. Mais aujourd'hui, donc les projets viennent d'un peu partout en Lorraine, donc ex-région, mais région quand même. Donc on a des projets à Nancy, bien sûr à Metz, à Thionville et dans d'autres villes plus ou moins grandes de la région. Donc on est autour de 30 projets aujourd'hui en incubation individuelle ou collective. Donc c'est des projets un petit peu de tout type. On n'a pas trop de parti pris, on n'a pas vraiment de parti pris en fait sur la typologie de projets qui soient digitaux, deep tech ou industriels. Deep tech étant vraiment de la technologie plus dure, on va dire. Pareil, on travaille en direct avec les personnes de l'écosystème. On est une partie de celui-ci. Et c'est d'ailleurs des personnes de cet écosystème qui vont juger ou non de la pertinence de l'entrée d'un projet en incubation collective à The Pool. On n'est pas jugé juré, c'est vraiment les acteurs qui ouvrent la porte ou non au projet. Nous, on est là pour accompagner, on est là pour travailler avec les entrepreneurs
On estime que c'est important d'inclure l'écosystème dans l'écosystème de financement, d'accompagnement, etc. dans la démarche. Donc c'est pour ça qu'on ne prend pas parti. Parmi notre philosophie, j'ai été entrepreneur, Martin, qui est directeur d'incubateur aussi, Harold, qui est mon collègue, et puis les autres confrères de la région, on a tous été entrepreneurs à un moment parce qu'on estime que c'est important, surtout pour les startups, il y a une prise de risque très forte, et j'y reviendrai, de pouvoir parler entre entrepreneurs et savoir aussi quels sont les problèmes un peu dans la tête qu'on peut se faire et qui peuvent nous bloquer. Donc c'est un accompagnement à 360 qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va vraiment balayer tous les sujets. Comme je vous disais, ma spécialité c'est le marketing startup, d'autres ça peut être product management ou autre. On va vraiment balayer tous les sujets et se focaliser sur certains. Donc on ne prend pas de participation particulière ni de facturation. En fait, on fait du cofinancement, on refacture derrière. On paye, quand on fait du cofinancement, on va payer par exemple 100% de la prestation et on refacture 20%. En réalité, on ne facture pas. C'est un incubateur public qui a été monté il y a 2 ans, 3 ans, peut-être 3 ans maintenant. 3 ans, labellisé d'excellence par la région Grand Est, donc ce qui ouvre aussi un certain cachet par rapport à la région et au dispositif de la région, comme pour d'autres acteurs. Donc on est implanté à Vida, ce qui est, pour y travailler, très agréable et très stimulant, parce que c'est très riche en entrepreneuriat, en entrepreneurs et en innovation, en créativité. C'est vraiment un plaisir et une vraie richesse. Et voilà, comme je vous disais, on fait partie d'un réseau d'incubateurs, de 5 incubateurs. On partage une même méthodologie. On s'entraide sur des projets aussi. Je peux faire intervenir des personnes qui viennent de Strasbourg ou de Reims sur des projets, sur leur spécialité, où je peux intervenir aussi pour eux. Et au global, on représente autour de 200 startups à travers la région. Voilà, pour cette partie-là. Alors, le but de cette présentation, c'est de pouvoir un petit peu vous aider à vous mettre un peu dans la spécificité de l'entrepreneuriat étudiant et innovant peut-être aussi, mais surtout innovant, pour essayer déjà de différencier les choses. Qu'est-ce qu'une entreprise? Une start-up, est-ce que c'est une entreprise? C'est quoi en fait une innovation? Il y a plein de questions qui peuvent se poser par rapport à ça. Et déjà, pour introduire un peu les choses, à The Pool, on utilise la définition de startup qui a été posée par Paul Graham, qui est le fondateur de Y Combinator, qui est l'accélérateur incubateur le plus grand et le plus respecté du monde. Donc c'est un incubateur accélérateur qui a vu Uber, Dropbox, etc. sortir. C'est un petit peu le MIT des incubateurs accélérateurs de start-up, et Paul Graham, sa définition, c'est une entreprise qui est conçue pour croître rapidement. Donc c'est une croissance par conception. J'aime bien citer un exemple pour différencier un petit peu classique et start-up. Entreprise classique et start-up, c'est que quand je veux monter une boulangerie, si je monte une boulangerie, la valeur ajoutée que je produis est dépendante de la quantité de matière que j'ai, de personnel que j'ai, de matériel pour produire justement ce pain en final que je vais produire. Donc il y a une corrélation assez directe entre ce que j'investis et ce que je produis comme valeur. Dans le cadre des startups, justement, il y a un niveau de décorrélation, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément, plus le temps avance, moins ça va me coûter d'argent potentiellement de délivrer la même valeur. Je vous donne un exemple. Il y a de grandes chances que vous utilisiez WhatsApp. WhatsApp, il y a 1,5 milliard d'utilisateurs actifs et ils sont autour de 200. Donc on est très loin des ratios des entreprises classiques. Il n'y a pas de scission directe entre une entreprise classique et une entreprise start-up. Il y a plus un continuum, et à un moment donné, on est plus dans un côté que de l'autre. Et c'est pour ça que c'est toujours un petit peu
sujet à discussion, à débat, parce qu'effectivement, il y a un niveau de décorrélation et qu'à un moment donné, oui, là c'est foncièrement startup, là ça ne l'est pas. On y reviendra aussi. Donc après, il y a innovation. Il y a innovation et innovation, il y a invention et innovation. On pourra y revenir aussi un peu plus tard, mais pour vous donner justement cet exemple-là, une entreprise classique, on a une boulangerie, une start-up qui, on va dire, va se positionner sur un environnement qui est connu. On a Foodora, qui est un petit peu un Deliveroo, Uber Eats, etc., mais qui s'est positionné une fois que le modèle était déjà suffisamment défriché. Est-ce que c'était innovant ou pas? J'y reviendrai, mais le degré d'innovation n'était pas énorme. Après, sur l'innovation, il y a des entreprises classiques qui sont dans l'innovation. J'ai pris l'exemple de Samsung parce que c'est un positionnement marché d'être dans l'innovation. Free était dans le même positionnement aussi à l'époque. Donc ils vont chercher à produire de la technologie, de l'innovation. Pour autant, ils ne sont pas forcément start-up, parce qu'ils sont classiques en l'occurrence, mais ils produisent de l'innovation, comme Renault, Nissan, n'importe quoi peut produire de l'innovation. Et après, j'ai choisi iFarm. Vous pourrez googler l'entreprise, qui est pour le coup une start-up innovante. J'ai pris cet exemple-là parce qu'il était intéressant et il sortait un petit peu du tout digital qu'on pourrait mettre derrière startup. C'est une entreprise qui travaille sur les fermes verticales, donc la culture hors sol et les fermes verticales. Donc, parce qu'on a un rendement qui est potentiellement 400 fois supérieur en mètre carré qu'une exploitation agricole classique. Et ça, c'est une énorme mouvance de marché qu'il y a aujourd'hui sur la food. Voilà, je vous invite à regarder, c'est très intéressant. Je vais passer à la slide suivante pour aller un petit peu plus loin. Donc, l'entreprise classique, au final, son but, c'est de perdurer, d'être bien géré, d'être stable, d'être en sécurité, d'évoluer, parce que tant qu'on peut, tant mieux. Mais le but n'est pas spécialement de prendre des risques. Le but, c'est vraiment de chercher la stabilité ou la sécurité. On ne veut pas faire n'importe quoi et on avance sérieusement, entre guillemets. Une entreprise innovante, donc si on parle d'entreprise, plus classique, innovante, donc là on va prendre des risques mesurés pour une évolution moyenne. C'est vraiment, on a une partie de notre budget qui est associée à l'innovation parce qu'on a envie de garder une position forte sur un marché, on a envie de développer une position sur un marché, etc. L'innovation n'est pas nécessaire en soi pour la vie de l'entreprise tout de suite, elle est nécessaire pour son évolution ou le fait qu'elle perdure sa position. Une startup, simplement, justement, ça peut très bien être ce qu'on appelle un copycat, c'est-à-dire quelque chose qui existe déjà, mais qu'on va relancer et qui va prendre vite le marché. Donc là, on prend des risques qui sont relativement délimités, des risques forts quand même, mais des risques délimités, dans le sens où voilà, le modèle a priori est déjà défriché, donc on ne se demande pas s'il y a un marché. Après, les risques sont plus sur notre capacité à aller vite dessus et à apporter quelque chose potentiellement de mieux que les autres. C'est la guerre qui s'est passée entre justement Foodora, Deliveroo, Uber Eats, etc. Maintenant, il y a les startups innovantes. Donc là, on est vraiment dans une logique où on cherche il y a quelque chose à faire, il y a une intuition, il y a un truc, et on est en train de défricher un marché. Donc on ne crée pas vraiment un marché, mais on est en train de défricher un marché. Et là, le potentiel d'évolution est très fort, vu qu'il n'y a personne a priori dessus, ou pas vraiment dessus. Et le principe derrière, c'est de maintenir un niveau de risque suffisant, parce que, en gros, le but d'une startup, c'est pas de prendre des risques pour prendre des risques, c'est de prendre des risques pour défricher, pour comprendre, pour aller vite. Mais c'est aussi de réduire le risque en permanence pour pouvoir continuer à en prendre. En fait, c'est une sorte de portfolio de risques qu'on essaie de maintenir relativement stable. Donc, pas en prendre trop, pas en prendre pas assez, parce qu'il faut qu'on avance suffisamment. Voilà. Je passe à la slide suivante. Du coup, c'est important de noter quand même la différence entre ce qu'est une invention et une innovation. Alors, il y a des musées, vous pouvez regarder sur Google, vous pouvez taper musée des inventions.
Et il ne s'appelle pas musée des innovations, pour une bonne raison, c'est que les inventions, il y en a eu plein, qui n'ont jamais trouvé leur marché. Donc, qui étaient géniales dans l'idée, mais qui n'ont jamais trouvé leur marché. Et quand une invention trouve son marché, et vraiment se développe, on parle d'innovation. Donc, par exemple, je peux inventer des lunettes avec des haut-parleurs intégrés parce que j'ai pas envie d'avoir d'écouteurs. Ça peut être une bonne invention. Après, s'il n'y a pas de marché, ça ne restera qu'une invention et ça ne sera jamais une innovation. Voilà, donc le but étant de prendre des risques pour aussi aller chercher des choses dans les deux cas, mais voilà. Donc, dans l'innovation, il y a plein de branches. Il y a plein de branches, il y a plein de catégorisations possibles. Alors, je vous en propose une et c'est certainement pas la seule. Et puis, en fait, je pense qu'il n'y en a aucune qui est vraiment parfaite, si tant est c'est possible. Nous, ce qu'on va considérer à The Pool et dans les incubateurs du réseau, ça va être tout ce qui est innovation industrielle ou associée, donc sur des produits physiques ou des procédés industriels. Pour vous donner quelques exemples, quand on veut faire des vélos en bambou, c'est une innovation qu'on considère comme étant industrielle, parce qu'il y a une notion de production derrière, qu'elle soit produite dans une industrie, une usine sur place, ou qu'elle soit agglomérée. On va aussi appeler l'innovation industrielle. On a un projet comme ça aussi qui travaille sur un procédé pour recycler, en tout cas redonner un usage à des choses qui ne sont pas recyclables et qui finissent ou soit à l'enfouissement ou soit à l'incinération. C'est un procédé de réutilisation de matériaux. On considère aussi que c'est industriel. Donc, c'est des projets qui sont particuliers, qui ont un potentiel de croissance forte, qui sont basés sur une innovation, mais sur une startup. On a après tous les services digitaux. Alors, pareil, on peut en avoir de plein de types différents dans tous les secteurs possibles et imaginables. Généralement, on est autour de quelque chose qui est informatique, où l'immobilisation n'est pas tant matérielle ou dans le procédé ou dans les brevets, mais dans l'algorithme, dans la façon dont il est fait ou dans sa connexion avec le marché. Il y a des innovations digitales qui ne sont pas forcément sur la technologie ni l'algorithme, mais qui sont sur une façon différente de consommer, par exemple. Après, il y a la partie un peu plus technologique. Donc là, on est sur des choses où justement on a pensé à une nouvelle façon d'aborder un problème d'analyse de données pour un secteur donné. C'est le cas chez moi. Donc, comment étudier les comportements utilisateurs sur certains types de plateformes pour améliorer le produit et réduire justement les choses qui ne marchent pas pour les utilisateurs sur ce produit. Comment on détecte ces choses-là et comment on les traite ensuite. Donc ça, c'est purement technologique. C'est le genre de choses qui peuvent être justement revendues aussi à des acteurs plus gros. Tout ce qui est issu de la recherche, alors à The Pool, on ne s'en occupe pas beaucoup. C'est essentiellement l'incubateur Lorrain qui va s'occuper du transfert technologique avec le public. Ça peut nous arriver, malgré tout, de voir des projets qui passent comme ça, mais ils sont plus minoritaires pour le coup. Etc. Parce que c'est une catégorisation, il y en a plein, et je ne pense pas qu'il y en a vraiment de parfait. Je vais passer à la slide suivante, du coup. Alors, quand on monte une entreprise innovante et quand on monte un projet de start-up qui peut être innovant aussi, on n'a pas la même façon d'appréhender les choses que quand on est sur un cas classique où on cherche justement la viabilité, la stabilité, etc. En l'occurrence, il y a cette notion un peu d'effectuation et de planification. On nous apprend qu'il faut faire ça dans l'ordre et bien planifier les choses pour arriver à un résultat donné. On nous apprend que justement il faut être préparé aux choses pour sécuriser. Voilà. Donc souvent les entrepreneurs qui arrivent justement dans l'entrepreneuriat innovant
essaye de remettre cette façon de penser dans l'entrepreneuriat innovant, là où l'incertitude est maîtresse. Et le truc, c'est que quand on essaye de poser des objectifs, même personnels, sur des choses qu'on ne peut pas maîtriser, qu'est-ce qui se passe? En fait, on est stressé en permanence parce qu'on se dit qu'on doit planifier les choses, parce que c'est a priori comme ça qu'il faut faire, enfin, qu'on pense qu'il faut faire et qu'on nous dit qu'il faut faire, mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne peut pas maîtriser, et du coup, c'est très stressant. C'est très stressant parce qu'on essaie de faire entrer un cube dans un cylindre. Ça ne marche pas. Et souvent, on a des entrepreneurs justement qui arrivent avec une logique très planificatrice, des grands fans de Gantt, qui ont envie de pouvoir tout prédire, et en plus à qui on demande de prédire le maximum, ce qui est une double peine. Sauf que, intrinsèquement, l'incertitude forte que l'innovation a à gérer interdit le fait qu'on puisse vraiment planifier les choses. Et c'est pas adapté, en réalité. Donc, dans la démarche un peu de planification, on va dire qu'on a besoin de ressources pour aller dans le chemin où on a décidé d'aller, parce que dans un milieu qui est défriché, qui est relativement certain, c'est possible de le faire, et c'est bien de le faire. Je promets le résultat pour avoir les ressources, forcément, je dis, je sais que je peux aller là parce que je sais que c'est possible et tout ça. Dans un milieu certain, c'est possible d'affirmer ça. Je cherche à valider mes hypothèses parce que, a priori, je connais déjà, donc ça devrait être ça. Il n'y a pas de raison que ça change. Et j'applique, je contrôle, parce que voilà, tout est relativement certain. J'ai pas de raison de faire autrement. Ça, on est dans un environnement certain. Et c'est pour ça qu'on peut appliquer ce mode de raisonnement. Mais dans un environnement incertain, on ne peut pas appliquer ce mode de raisonnement-là pour plein de raisons. Et justement. Donc je vais plus me baser sur les ressources que j'ai, donc de quelque type que ce soit. Ça peut être mon réseau, ça peut être ce que j'ai en banque, ce que je peux mettre justement, ce que j'ai comme temps, ce que j'ai comme compétences. Ça peut être plein de choses en fait, mes ressources. Mais je me base sur mes ressources pour savoir quel chemin je peux prendre. Je ne vais pas essayer de forcer le destin alors que c'est pas possible. C'est bien d'avoir l'impulsion et de chercher à aller dans un sens, mais à un moment donné, je peux pas acheter une Lamborghini avec 10 000 balles sur mon compte en banque. Voilà. Donc c'est vraiment le sujet, c'est vraiment l'effectuation. Qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo? Qu'est-ce que j'ai dans mon frigo et qu'est-ce que je peux faire à manger ce soir, quoi. Donc je vais faire émerger mes ressources par mes résultats, vu que c'est à peu près la seule façon de faire. Je ne peux pas promettre d'avoir des résultats, donc je ne peux pas avoir des ressources en promettant. En tout cas, c'est délicat. Mais par contre, je peux montrer mes résultats préalables, préliminaires ou au cours du temps. Et ces résultats-là vont me permettre de montrer que j'ai défriché suffisamment pour rendre prédictibles les choses. Et du coup, je vais faire émerger aussi des accords, des prêts, des choses comme ça, parce que j'ai réussi à défricher par les résultats que j'ai. Je ne vais pas essayer de promettre la lune à mon banquier qui n'est pas là pour prendre mes risques pour essayer d'avoir de l'argent qu'il ne veut pas me donner. Il ne voudra jamais me donner de l'argent s'il n'est pas sûr de le récupérer. C'est son métier de récupérer l'argent et de pouvoir le monnayer. Donc, il ne va pas prendre mes risques pour moi. Et surtout que justement, c'est prendre mes risques parce qu'on n'a pas de certitude. Donc, vaut mieux chercher à créer ses propres ressources qu'à chercher à convaincre pour les avoir. Et aussi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas chercher à valider mon hypothèse. Ça, c'est hyper dangereux en innovation. Et c'est pour ça, je conseille de vraiment éliminer ce mot de vocabulaire, le mot valider en innovation, et d'utiliser le mot confronter, parce qu'il est beaucoup plus puissant. Et c'est vraiment, on ne sait pas. On va confronter pour le savoir. On a une intuition, il y a de bonnes raisons qu'elle soit bonne, mais tant qu'il n'y a pas de fait en face, ça n'a pas de sens. En tout cas, ça n'a pas de réalité. Et donc, j'apprends, j'expérimente. Sur la slide suivante. Voilà. On pourrait me dire, effectivement, c'est totalement légitime. Donc, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'ont répondu un cheval plus rapide.
Donc, mon innovation, en fait, les gens ne savent juste pas qu'ils en ont besoin. En fait, ils ont besoin d'aller plus vite. Ils ont un besoin qui est existant, ils savent qu'ils l'ont. En tout cas, s'ils vous disent qu'ils ne l'ont pas, c'est qu'ils ne l'ont pas. Par contre, ils n'ont pas forcément besoin ils ne vont pas dire qu'ils ont besoin d'une voiture, parce qu'ils ne savent même pas que ça existe, ils ne sont même pas au courant que c'est vraiment une bonne façon de résoudre leurs problèmes. Donc, le but n'est pas de chercher à vendre absolument sa solution en étant convaincu que ça résout un besoin. En fait, on n'a pas besoin de votre solution, on a besoin de régler des problèmes. Donc, est-ce que la solution résout réellement les problèmes? Est-ce qu'il y a vraiment des problèmes à résoudre? Ça, c'est la bonne question. Quel est le problème réellement que vous souhaitez résoudre? Et qui est concerné par ce problème et cherche déjà à le résoudre ou veut vraiment le résoudre? Et à partir de là, ok, on a un vrai besoin. Et on peut commencer à réfléchir et à tester des solutions différentes. Il reste des hypothèses tant qu'elles ne sont pas validées avec des achats ou une vraie utilisation au final. Donc, oui, si vous demandez aux personnes d'imaginer ce que vous avez en tête comme solution pour eux, il y a de grandes chances qu'ils ne puissent pas vous répondre, ou qu'ils vous répondent des choses un peu erratiques, et que voilà, vous soyez la bonne personne pour trouver cette solution. Mais il ne faut pas non plus que vous poussiez votre solution en vous disant que les problèmes suivront et les besoins suivront, parce que vous avez imaginé les choses. C'est quels sont les problèmes réels que les personnes ont, qu'elles ont envie de résoudre, et est-ce que la solution que je peux leur proposer, la version A, B, C, D, correspond réellement à leurs problèmes et résout vraiment leurs problèmes. Ça va les intéresser. Il ne faut pas de parti pris. Donc il y a une notion un peu aussi d'adéquation produit-marché, en fait, entre ce que vous faites et le marché. Il y a des produits qui sont géniaux, alors pour le coup qui résolvent des problèmes aussi, mais qui n'arriveront jamais à avoir d'adéquation marché parce que pour en faire la communication ou la distribution, ça serait tellement cher au regard de ce que ça rapporterait que en fait elles ne sont pas possibles. Combien de projets pour donner une alternative à Facebook que vous avez pu voir passer, combien de personnes se sont dit j'aimerais bien ne plus être sur Facebook et plutôt passer sur un réseau peut-être open source, je ne sais pas quoi. Il y en a plein. Mais là, le frein à l'entrée au marché n'était pas sur l'innovation et la nécessité, peut-être, parce qu'il y a pas mal de personnes qui, au final, s'y sont inscrits. Mais le frein à l'entrée, il était vraiment sur l'accès et le coût de l'accès au marché de ce type de produit. Alors, on est sur, de manière générale, donc, du hasard, de l'incertitude et une recherche de répétabilité dans l'entrepreneuriat innovant. On est sur, on défriche pour identifier ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et si ça marche, c'est que ça peut être répétable. Si ça a marché parce qu'on a eu un coup de bol, il faut qu'on vérifie que ce ne soit pas un coup de bol, justement, que ce soit vraiment quelque chose qui marche. Parce que ce qu'on veut, c'est créer une vraie entreprise, c'est-à-dire quelque chose qui a sa part de prédictibilité, sa part de stabilité, et juste ce qui peut sustenter notre croissance. On ne cherche pas juste à innover pour innover ou faire une start-up pour lever des fonds. On cherche à monter une vraie entreprise dans un contexte où on est dans une incertitude très forte. Donc du coup, on ne peut pas non plus copier des bonnes pratiques qui viennent d'autre part. Parce que on peut se dire qu'elle marche peut-être dans le contexte-là, mais c'est pas dit en fait qu'elle marche réellement. Et ce serait mentir que dire le contraire. Il n'y a pas de certitude, donc la seule chose à faire, c'est d'expérimenter. Et pour ça, comme je vous disais, ça reste une entreprise. Et il y a trois mesures, trois métriques qu'il faut toujours garder en tête quand on réfléchit à tout ça. C'est, enfin, à son marché, à la connexion à son marché, c'est combien va me coûter un client. Si je passe 10 heures à avoir un client, ça m'a coûté 10 heures, et si je devais le déléguer, ça me coûterait peut-être, je sais pas, 1000 euros. Donc mon client, il m'a coûté 1000 euros, en réalité. Il ne m'a pas coûté 0 parce que c'était mon temps, parce que si je devais le déléguer, en fait, il me coûterait très cher. Et si je trouve un moyen de l'avoir à 10 euros en faisant une pub sur Facebook, par exemple, bah, en fait, c'est 100 fois plus rentable, même si ça m'a coûté de l'argent. Donc bien évidemment, si ça me coûte de l'argent, il faut que ça m'en rapporte.
Donc ça, c'est la partie enjeu de générer sur la durée de vie du client que vous trouvez sur le terme LTV dans la littérature, long term value. Et donc combien il me rapporte réellement que je pourrais exploiter dans mon acquisition. Et le troisième paramètre, c'est en combien de temps. Parce que si je mets 100 € pour avoir un client et que je mets 12 mois à récupérer mon argent, je peux et générer plus de marge et d'excédent plus tard. Je peux cramer tout mon cash et pas revoir la couleur avant un an. Sauf que je peux mourir entre-temps. Donc c'est important de considérer en combien de temps je récupère l'argent que j'ai investi pour l'avoir. Donc c'est vraiment les 3 métriques centrales à considérer et à garder en tête quand on travaille sur justement la partie commercialisation de l'innovation. Et garder en tête que justement ça reste de l'expérimentation, personne ne peut dire comment ça se vend, comment ça doit se vendre. C'est pas que de la SEO, c'est pas que de la pub sur Facebook ou du community management, on n'en sait rien a priori, et il faut être très agnostique au départ, et regarder au regard des résultats sur ces métriques-là, qu'est-ce qui est vraiment la bonne solution. Je vais passer à la slide suivante. Alors. Donc après, donc je vous le dis, ma spécialité, ça reste les modèles digitaux, et au final, c'est des modèles scalables, des modèles qui ont une décorrélation en fait, entre ce que j'investis comme ressource pour produire quoi en valeur ajoutée. Les modèles digitaux sont plus scalables par essence, en réalité. Il y a moins de divergence sur les autres modèles. Les modèles de licence pour des technologies qu'on vend, il y a des modèles de rachat aussi d'entreprises, justement, des grands groupes, etc. Mais c'est des modèles un peu qui se rapprochent un petit peu plus du conventionnel déjà. Sur les modèles digitaux, il y en a 6, des grands modèles, vous en avez déjà certainement entendu parler. Vous avez e-commerce, vous avez le marketplace, vous avez le SaaS, c'est un peu les 3 qui sont les plus connus. Les moins connus étant UGC, donc User Generated Content. Là, vous retrouvez LinkedIn, Facebook, je sais pas, Doctissimo, toutes ces choses-là, Slack aussi d'une certaine façon. C'est des modèles de ce type-là. Les modèles médias, donc là, il y en a pas pareil de plusieurs types, mais vous prenez un magazine, au final, c'est un magazine web, c'est un modèle média. Un site où vous avez des liens d'affiliation, c'est un modèle média. Après, vous avez la partie Free Mobile App, donc, parce que historiquement, c'était plus dans la partie app mobile qu'il y avait ce type de modèle, mais on peut le voir autre part aussi. C'est vraiment, il y a pas mal de personnes qui vont utiliser le service de temps en temps ou qui vont l'utiliser de manière régulière, mais il n'y a que certaines choses dans ce service que je vais payer à un moment donné. Qui sont vraiment importantes à payer pour moi. Si on regarde par exemple Fortnite, si vous avez des enfants ou si vous y jouez, les petits add-ons que vous achetez pour des skins, des choses comme ça, au final ça reflète ce type de modèle. Donc après c'est toujours plus ou moins des retranspositions de modèles classiques, d'entreprises classiques, e-commerce, boutique, software as a service, SaaS, une agence, etc. En fait, on n'a pas réinventé la poudre, quoi. C'est juste la partie des modèles qui est scalable. Voilà. Et vous aurez plus d'informations dans le livre Lean Analytics, qui est une vraie bible dans ce sujet-là. Je vais passer à la slide. Alors, dans l'entrepreneuriat innovant et dans les startups aussi, le but, comme je vous l'avais montré un petit peu avant, avec le côté planifié, effectué, planification, effectuation, le but c'est d'apprendre et d'apprendre vite. C'est pas c'est pas de chercher à ne pas se planter. C'est vraiment, on va limiter, on va prioriser le risque, parce que le risque on en prend de toute façon. On va le délimiter pour pouvoir l'encadrer et savoir ce qui est important à dérisquer. Et on a besoin de prendre des risques et de faire des erreurs pour avancer. Il ne faut pas chercher à avoir juste tout de suite. Ça serait dangereux et ça serait au final se cacher et retarder beaucoup l'échéance du peut-être c'était pas la bonne idée.
pas la bonne façon de la mettre en œuvre, ou pas la façon de la vendre, ou tout ça. En fait, il y a 8 milliards de choses qu'il faut confronter justement au marché, et il faut pouvoir faire des erreurs et accepter le fait de faire des erreurs pour que ça marche bien. Donc le plus grand danger dans l'entrepreneuriat innovant, c'est pas de se faire voler une idée. Parce que, en fait, la plupart du temps, on se rend compte que les idées qu'on voit émerger, auxquelles on peut penser nous, il y a un phénomène d'innovation spontanée qui se passe à travers le monde, où il y a d'autres personnes qui l'ont peut-être déjà imaginé, qui sont peut-être déjà en train d'imaginer. Donc, voilà, sauf si c'est de la recherche de haut niveau, sur un point très précis, etc. Ça serait très étonnant que personne n'y ait pensé. Et ceux qui, à la fin de la journée, réussissent, c'est ceux qui finissent par confronter l'idée, l'adapter vraiment à son marché et la faire aller plus vite que les concurrents. En fait, c'est la vitesse qui est plus importante. La capacité d'adaptation et la vitesse de déploiement qui est vraiment le plus déterminant dans l'histoire. Donc, c'est normal de se dire, je vais faire voler mon idée, s'il l'a, je ne sais pas ce qu'il va en faire, il faut que je la garde pour moi, et tout ça. Mais en fait, on se rend compte que toutes les personnes n'ont pas envie non plus de porter toutes les idées du monde. Et des bonnes idées, il y en a 1 milliard en réalité. Des très très bonnes idées, il y en a 1 milliard en réalité. Et pourquoi la vôtre plutôt qu'une autre, et pourquoi cette personne en réalité aura envie de le faire. Et ça se trouve, si elle a envie de vous le voler, autant lui proposer de bosser avec vous, parce que peut-être que ce sera un bon moyen d'avancer encore plus vite. Et derrière, c'est avancer vite qui est important, et confronter au marché, l'adapter au marché qui est important. Voilà. Alors, donc, après, il y a plein de sujets qui diffèrent. D'entrepreneuriat innovant et start-up, il y a plein de sujets dans lesquels on ne va pas avoir forcément la même façon de réfléchir que dans d'autres secteurs. Typiquement, en termes de recrutement et de management, vu qu'on c'est un peu un rouage, une entreprise innovante qui a vocation à aller de plus en plus vite. Et a vocation d'aller de plus en plus vite, pas à la vitesse de développement d'une entreprise classique, par essence et par conception. Donc, si on recrute mal, l'impact il peut être exponentiel. Et il y a déjà suffisamment de risques à traiter que justement de ça. Donc on peut pas recruter. C'est très risqué de mal recruter en startup. Ça peut être très très lourd de conséquences. Encore plus que sur une petite entreprise. Le financement est différent. Comme je vous ai dit, sur une entreprise classique, on a déjà une forme de prédictibilité, on peut la démontrer, on peut avoir des référentiels pour la démontrer. Une entreprise innovante ou une startup, on ne va pas avoir ces référentiels-là. Du coup, le financement ne sera pas pareil. Si vous voulez demander à votre banque de vous prêter de l'argent sans garantie, juste sur un business plan parce que vous dites que vous allez récupérer l'argent grâce à votre innovation dans 6 mois, elle n'a aucune raison de vous croire en réalité. Et son métier, c'est de ne pas prendre de risques. Donc ça ne va pas du tout la même façon de regarder les choses. Mais par contre, il y a des gens qui sont là pour prendre des risques, parce qu'ils savent que le risque est rémunérateur. C'est ce qu'on appelle les investisseurs, par exemple. Donc pour 100 000 € qu'ils vont investir dans 10 sociétés, ils vont en perdre 90. Parce qu'il y a 9 sociétés qui vont mourir ou balbutier ou autres. Et ce qu'ils veulent, c'est récupérer le reste, donc ce qu'ils ont perdu, donc les 90 000 € qu'ils ont perdus, plus une plus-value, pour pouvoir financer leurs financeurs à eux, etc., etc. Donc, à eux, on va leur vendre du risque, mais aussi un plan pour le résoudre. Donc, financement un peu différent. Je pourrais rentrer un peu plus dans le détail plus tard, mais grossièrement, le public travaille beaucoup justement à dérisquer dans les premières phases de financement, parce que c'est les plus risquées et c'est celles où on a le plus de chances de perdre dans l'investissement. Le public est vraiment là en support pour permettre la prise de risque. Là où les investisseurs viennent justement quand il y a déjà un niveau de risque qui est passé, de dérisquage qui est passé.
important à noter, différence entre entrepreneur, manager et chef d'entreprise. L'entrepreneur, il est là pour défricher, il ou elle. Un manager, il est là pour faire en sorte que ça tourne bien, que ça soit bien fait. Un chef d'entreprise, il est là pour faire en sorte que le système de l'entreprise soit stable, viable et puisse se développer en sécurité. Le manager, donc, il est plus sur l'opérationnel, là, comment on fait bien les choses. Le chef d'entreprise, il est sur la recherche d'une homéostasie, d'une stabilité ou d'un développement, développement qui est sécurisé. L'entrepreneur, il va défricher, c'est celui qui prend le plus de risques. Il défriche, mais son rôle aussi, c'est de laisser un petit peu des petits cailloux derrière pour construire, pour préconstruire les choses et peut-être laisser la main à un manager ou à un chef d'entreprise. L'entrepreneur, il n'a pas forcément vocation à devenir président, directeur général à vie. Son boulot est de temps de défricher. Voilà, il y a pas mal d'organes qui peuvent accompagner, incubateur, accélérateur, startup studio, etc. Il y en a plein, et il y a plein de définitions aussi derrière ça, donc si vous voulez en discuter aussi, ce sera avec plaisir. Après tout ça, je pense que c'est à vous, et je vais juste finir en vous montrant un petit peu de photos de The Pool, de nous, des incubés, de tout ça, donc sur la slide là. Donc si vous me voyez en même temps, je ne sais pas si vous me voyez, mais c'était la petite blague du masque, et voilà. Donc vous voyez, on a une trentaine d'incubés, ça représente autour de 80 ETP aujourd'hui. On est une petite communauté, on aime bien justement échanger avec les autres et puis construire ensemble. On le développe aussi beaucoup, et je pense que le gros de la valeur qu'on peut apporter à nos incubés, c'est de les aider à s'apporter de la valeur entre eux, parce qu'ils vivent les choses aujourd'hui. Nous, on l'a vécu pour le coup, mais c'est eux qui le vivent aujourd'hui. Voilà. C'était un petit peu long peut-être. Très bien, mais écoute, merci beaucoup David pour cette présentation très complète. Alors, eh bien, écoutez, c'est à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vous rappelle que vous avez le chat à votre disposition. Donc, je vous rappelle que ce sont les deux petites bulles avec le point d'interrogation qui vous permettent donc de poser toutes vos questions. Donc, nous avions eu une question d'un participant qui souhaitait savoir si on pouvait retrouver cette visioconférence, si vous pouviez la revoir. Donc oui, donc je vous confirme tout à fait que vous pouvez retrouver donc l'ensemble des visioconférences qui ont été réalisées dans le cadre du Salon Go. Elles sont à votre disposition sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous connecter à la Web TV de la CCI. Vous retrouverez le lien sur notre site internet. Voilà. Est-ce que nous avons d'autres questions peut-être ? Alors sinon, moi, David, je vais en profiter pour vous poser une question. Est-ce qu'il y a des pièges, on va dire, un petit peu classiques à éviter voilà, quand on a un projet de création d'entreprise innovante? Est-ce qu'il y a un peu des écueils un peu classiques que l'on retrouve généralement et sur lesquels il faut être particulièrement vigilant? Oui, bon, il y en a plein. Le terrain est miné, donc oui. C'est ça qu'on est là. Oui, alors par exemple, ça c'est quelque chose qui a émergé il n'y a pas longtemps avec un projet qu'on avait en détection, c'est la volonté de payer très vite un prestataire pour développer la solution, sans avoir fait de confrontation terrain avec des entretiens qualitatifs pour vraiment confronter notre hypothèse produit, marché, solution. Donc, avant de vraiment avoir quasiment des intentions d'achat, des volontés d'achat, on peut largement identifier la viabilité d'une opportunité. Ne vous engagez pas dans un développement qui va vous coûter 20, 30, 50, 100 000 euros si vous pouvez, si vous n'avez pas de quoi prouver factuellement qu'il y a quelque chose. C'est pas forcément prouver ça à quelqu'un d'autre,
mais personnellement, c'est un risque énorme que vous prenez. En gros, vous mettez tous vos œufs dans le même panier, alors que vous pourriez justement peut prendre un petit peu plus de temps, mais pas beaucoup plus, pour pouvoir mieux répartir le risque, quoi. Et il y a plein de façons en réalité de réduire de beaucoup le coût de l'expérimentation produit. Par exemple, je n'ai pas besoin de créer une app pour savoir s'il y a de l'appétence pour cette app. Je peux créer une page qui décrit cette app, faire de la publicité déjà sur cette page, comme si elle existait. Et si personne ne veut s'inscrire, il n'y a pas de légitimité de payer 50 000 € une app. En vrai. Parce que même si on l'avait payé, si on n'arrive pas à faire venir les gens, ça ne change rien qu'on l'ait ou pas. Voilà, c'est ce genre de choses. Bon, des pièges, il y en a un paquet, mais ça, c'est un des pièges qu'on peut retrouver. Et ça a pour conséquence aussi, plus tard, de se dire, j'ai investi 50 000 € dans quelque chose, ça ne marche pas, mais j'ai pas envie de me dire que j'ai perdu 50 000 €, donc ça crée un phénomène de boulet qu'on traîne, et dont on a du mal à se séparer, et qui est d'autant plus dangereux. Voilà. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a une nouvelle question peut-être? Non, pas de questions? Bien, écoutez, ma foi, si ça a été parfaitement clair, eh bien, écoutez, je vous propose de clôturer cette visioconférence. Et donc, effectivement, donc, nous arrivons donc ainsi au terme de cette visioconférence. Alors, un grand merci pour votre participation. Donc, comme je l'indiquais là dans le chat, hein, donc je vous confirme bien hein, que vous pouvez retrouver cette visioconférence sur YouTube. Elle sera peut-être encore mise en ligne ce soir, sinon dès demain matin. Donc là, je vous ai mis donc les coordonnées de la Web TV de la CCI, donc n'hésitez pas à vous connecter. Alors, nous arrivons également tout doucement au terme de ce salon 100% en ligne, puisqu'il nous reste encore une dernière visioconférence qui démarre dans 13 minutes exactement, et qui concerne donc le démarrage de l'entreprise, comment démarrer, comment créer son entreprise, tout en évitant les mauvaises surprises. Donc, je vous invite à rester connectés sur la prochaine visioconférence. J'espère que ces visioconférences ont répondu à vos attentes. Je vous précise également que vous recevrez d'ici très peu de temps une enquête de satisfaction par mail afin de savoir si ce salon a répondu à vos attentes, s'il a été utile pour votre projet. Et je vous remercie par avance de bien vouloir prendre quelques minutes pour y répondre. Voilà, donc David, encore un grand merci pour cette intervention qui était effectivement vraiment, qui relevait vraiment de l'expertise. Hein. On abordait là des sujets très pointus. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation et puis l'opportunité de discuter un peu. Très bien, mais écoutez, il nous reste donc à vous souhaiter à tous une excellente continuité dans votre projet. Merci de votre participation, à bientôt. Au revoir.